Bonjour à tous. Je suis Alice Jacquins, je travaille en réanimation à la Pitié-Salpêtrière, en réanimation neurochirurgicale, et je vais vous parler des conséquences de l'ischémie-reperfusion sur le cerveau. Même s'il y a une très bonne introduction par Anne-Claire, j'ai quand même voulu replacer le contexte. Donc l'ischémie, c'est une réduction, une interruption du débit sanguin dans un territoire vasculaire qui va être responsable d'une inadéquation entre les apports en oxygène et les besoins cellulaires. Et la reperfusion, effectivement, c'est la réintroduction brutale d'oxygène en grande quantité à des cellules qui en étaient privées et qui vont, comme on va le voir, être en quelque sorte inaptes initialement à l'utiliser. Dans notre contexte, de qui on parle? De quel patient? Alors ça va être les accidents vasculaires ischémiques, ça va être éventuellement le vasospasme cérébral, la vascularite cérébrale, pourquoi pas le traumatisme crânien? Et puis, toutes les causes extra-crâniennes que sont l'arrêt cardio-respiratoire, le syndrome coronarien aigu et le bas débit cérébral, l'insuffisance circulatoire aiguë. Nous, on a cette chance qui est que récemment, c'est moins récent maintenant, mais quand même maintenant, on a vraiment un modèle clinique d'ischémie-reperfusion grâce à la thrombectomie qui nous permet d'aller recanaliser, reperfuser un territoire cérébral au décours d'un accident vasculaire ischémique. Et j'ai plutôt bon espoir que ça nous permette, dans les années à venir, de mieux comprendre la physiopathologie de ces lésions. Qu'est-ce que ça donne chez l'animal? Chez l'animal, c'est quand même plutôt intéressant, c'est qu'on voit que dans un modèle d'accident vasculaire cérébral ischémique chez le rat, la reperfusion, la recanalisation graduelle permet de diminuer la taille de l'ischémie, donc la taille de la lésion, de plus de 75%, comparé à une recanalisation ponctuelle en une fois. Et comme vous le savez, c'est exactement l'inverse chez l'homme, c'est-à-dire qu'un patient qui va bénéficier d'une thrombectomie qui va être graduelle en plusieurs fois aura en tout cas un plus mauvais pronostic qu'un patient chez qui on va faire une recanalisation en une fois. Et ça, en fait, c'est vraiment la problématique, c'est ce que disait Anne-Claire, c'est que les données qu'on va obtenir chez l'animal, malheureusement, en données fondamentales, ne seront pas parfaitement extrapolables aux données cliniques. De même, ce qu'on a chez l'humain, donc probablement les mécanismes physiopathologiques, et probablement parce qu'il y a une hétérogénéité individuelle, qu'il y a des contextes de l'urgence, pas de l'urgence, des traitements, des comorbidités, ne sont pas extrapolables à l'animal. Et ça, c'est particulièrement difficile, mais peu importe, déjà, je pense que chez l'animal, déjà, je vais vous présenter ce qu'on sait et ça pourra nous donner des pistes. Quels sont les mécanismes? Alors, comme l'a dit Anne-Claire aussi, il y a des mécanismes qui sont communs et puis il y a des mécanismes qui sont spécifiques au cerveau. Donc, pour vous parler des mécanismes spécifiques, je suis quand même obligée de vous parler des mécanismes communs. Qu'est-ce qui se passe quand on a une ischémie cérébrale? Donc, la cellule est privée d'oxygène. Comme l'a dit Anne-Claire, la mitochondrie est défaillante, pas de phosphorylation oxydative. On passe en glycolyse anaérobie avec la réduction du pyruvate en lactate qui va être responsable d'une acidose intracellulaire avec vraiment une production de protons assez importante qui va donc activer certaines pompes échangeuses pour faire sortir ces protons. On va avoir une entrée de sodium qui va également activer d'autres cotransporteurs et permettre l'entrée de calcium. Seulement, on le sait, la surcharge calcique, c'est pas bon pour nos cellules. Et donc, ça va, in fine, la glycolyse anaérobie ne fonctionnera plus non plus. Et on aura une accumulation de produits terminaux tels que protons, acides gras, qui vont être responsables d'un œdème cytotoxique et d'une apoptose cellulaire. En contexte de reperfusion, qu'est-ce qui se passe? Donc cette fois-ci, ok, on rétablit l'oxygène. Mais sur une cellule qui, comme je vous l'ai dit initialement, va être inapte à l'utiliser. D'accord? Pourquoi? Parce que la première étape de la phosphorylation oxydative nécessite de l'ATP et qu'à ce stade-là, votre cellule n'a plus d'ATP, elle ne peut donc pas commencer la phosphorylation oxydative. Comme on rétablit l'oxygène, tous les transporteurs membranaires vont refonctionner. Donc là, on va faire sortir vite les protons de la cellule. Donc on aura une correction très rapide de l'acidose qui va du coup augmenter le sodium intracellulaire et évidemment, encore une fois, aggraver la surcharge calcique dont je vous parlais, qui va donc activer des enzymes telles que protéase, N-synthase, déshydrogénase, favorisant ainsi la production de ROS, et donc aggravant les mécanismes d'apoptose, les lésions membranaires et l'inflammation. Et là, vous me dites, non mais il y a quand même quelque chose qui est bizarre, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas censé être si mauvais pour le cerveau ici, et c'est le lactate. Et vous avez raison, vous avez totalement raison.
En fait, malheureusement, à un stade de l'ischémie, la glycolyse anaérobie ne fonctionne même plus. D'accord? Donc il y a même plus le neurone est vraiment en souffrance. Et dans ce cas-là, au moment de la reperfusion, comme le neurone va refonctionner grâce à l'apport en oxygène, il existe le couplage astrocyte-neurone avec l'astrocyte qui du coup va venir au contact du neurone et qui va lui apporter du lactate qui va s'oxyder pour se transformer en pyruvate et re-rentrer dans la phosphorylation oxydative. Donc en fait, on perd totalement la première étape de la phosphorylation oxydative qui nécessitait de l'ATP. Il passe directement dans la phosphorylation oxydative et remet en marche toute la machinerie à de la mitochondrie et de la fonction cellulaire neuronale. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Il y a plusieurs études qui ont travaillé dessus. C'est discuté, mais probablement que c'est un mécanisme assez intéressant sur lequel on pourrait travailler en thérapeutique. Ensuite, le deuxième mécanisme physiopathologique sur lequel j'ai voulu me concentrer dans cette présentation, c'est le rôle de la glie cérébrale. C'est l'inflammation cérébrale, c'est la neuroinflammation, avec particulièrement le rôle de la microglie. La microglie, c'est donc le macrophage résident du cerveau, d'accord ? C'est la principale cellule immunitaire du cerveau. C'est une cellule qui faut l'imaginer, elle a plein de prolongements, et sans arrêt, elle va sentir son environnement pour réagir. C'est la première cellule qui va réagir à une agression cérébrale. Donc là, en cas d'ischémie-reperfusion, c'est elle qui va réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout de suite, rapidement changer de morphologie. Elle va adopter un phénotype pro-inflammatoire, une morphologie plutôt ronde, avec un énorme corps cellulaire pour être comme un macrophage, d'accord ? Elle va être pro-inflammatoire, elle va produire des cytokines pro-inflammatoires, l'IL-1, le TNF-alpha, elle va produire des chémokines, elle va produire des ROS, elle va produire des molécules d'adhésion pour tout de suite aller avertir, recruter d'autres cellules de la glie cérébrale que sont les astrocytes, d'accord ? Elle va les recruter au niveau de la lésion. Les astrocytes, comme je vous le disais, ils vont avoir un premier rôle de support métabolique au niveau du neurone, comme on le disait précédemment. Ils vont également aller auprès de la barrière hémato-encéphalique, d'accord ? Favoriser la perméabilité de la barrière, favoriser l'activation des cellules endothéliales, et donc, en fait, pour qu'il y ait vraiment un recrutement des leucocytes, principalement en premier des PNN, des lymphocytes, une activation plaquettaire, et puis une activation du complément. Donc tout ce monde-là va être recruté au niveau de la lésion d'ischémie, et donc on observe vraiment un orage, une pénombre inflammatoire autour de cette zone d'ischémie. Alors nous, on est des cliniciens, c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe finalement des biomarqueurs ? Est-ce que je peux mesurer dans le sang de mes patients des marqueurs de cette inflammation chez l'homme ? Donc effectivement, il y a eu plusieurs études dessus, et en fait, on voit que c'est pas très spécifique, vous allez me dire, et c'est comme ça, mais on voit que le taux de leucocytes circulant pourrait être associé au pronostic fonctionnel. On voit que la population des PNN pourrait également être associée au pronostic. Il y a peut-être l'activité de l'ADAMTS13. Certains me parleront de la protéine S100, d'accord, qui est un marqueur astrocytaire, un marqueur de souffrance cérébrale qu'on utilise dans certaines neuroréanimations. Là aussi, pareil, mais de la même façon, pas assez spécifique. Alors, est-ce que l'imagerie peut nous aider ? Effectivement. Il y a des techniques d'imagerie, alors c'est discuté, mais il y a des techniques d'imagerie avec des marqueurs comme le 11C flumazenil, qui est un marqueur neuronal, et le PK11195, qui est un marqueur neuroinflammatoire. C'est un marqueur qui va se fixer sur la glie activée. Donc c'est pas spécifique, c'est ça le problème. Ça va aussi bien sur les astrocytes que sur la microglie. Et dans cette étude, on voyait qu'il y avait, ici vous le voyez, une dissociation entre la fixation diminuée du flumazenil et l'absence d'augmentation claire de la fixation du 11C PK11195 au sein de cette pénombre ischémique. Donc en fait, soit effectivement l'activation microgliale participe pas à la mort neuronale sélective au sein de cette pénombre inflammatoire dont je vous parle, soit en fait il y a un problème de spécificité du marquage, et c'est probablement aussi ça le problème, et c'est parce que c'est connu aussi pour d'autres pathologies, c'est que le marquage n'est pas assez spécifique. Et donc là, je vais réaborder ce qu'a abordé Anne-Claire, ce sont les différentes perspectives thérapeutiques. Donc Anne-Claire vous a parlé du post-conditionnement, donc pendant longtemps on a parlé de pré-conditionnement qui, comme vous l'a dit Anne-Claire, c'était des séquences brèves d'ischémie-reperfusion avant une occlusion coronaire qui était suivie d'une reperfusion. Le problème de ce modèle-là, c'est que peut-être que ça nous aide à comprendre des mécanismes, mais il y a assez peu d'applications cliniques.
Et on développe quand même de plus en plus le modèle le concept de post-conditionnement avec des modèles expérimentaux d'infarctus chez le chien et chez le patient en contexte de SCA avec l'inflation et la déflation d'un ballonnet. Je pense qu'Anne-Claire vous a mieux développé les mécanismes d'action du post-conditionnement, mais en tout cas, dans notre contexte, j'ai envie de dire que ça prolonge l'acidose, et c'est assez intéressant, donc ça évite tous les mécanismes de surcharge calcique, ça évite l'aggravation des lésions, d'accord ? Ça va moduler la production de ROS, et puis, comme l'a dit Anne-Claire, ça peut inhiber l'ouverture du pore mitochondrial qui joue un rôle important, on va le voir. Donc, je voulais vous présenter ce travail qui, effectivement, ça commence à dater, mais sur un modèle de stroke chez le rat, en fait, d'ischémie de 10 minutes a fait plusieurs séquences, en tout cas plusieurs protocoles de post-conditionnement, comme on peut le voir. Et dans ce modèle, on observait une réduction de la perte neuronale après 7 jours ou 3 semaines de reperfusion et une diminution de l'apprentissage, du déficit de l'apprentissage spatial et des troubles de la mémoire. Ensuite, moi, je vais revenir sur le port de perméabilité mitochondriale. Donc, en contexte d'ischémie, il est fermé, d'accord ? Il maintient l'imperméabilité mitochondriale. En revanche, on voit qu'en contexte de reperfusion, c'est-à-dire surcharge calcique vraiment très importante, correction de l'acidose ou production de ROS, il va s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'ouvre ? Il y a toute l'eau qui va rentrer, donc on va avoir un œdème mitochondrial. Le calcium qui va sortir, aggravant la surcharge calcique. Le cytochrome C qui va sortir, aggravant ainsi les lésions apoptotiques et pro-apoptotiques. Donc, c'est vraiment assez catastrophique. Et certains auteurs, et ça, c'est ce que disait également Anne-Claire, ont utilisé la cyclosporine A qui va donc aller se fixer sur la cyclophiline D en orange, ici. Et donc, la cyclophiline D, c'est un constituant de spore et donc empêcher l'ouverture de ce pore en contexte de reperfusion. Et cette étude qui commence certainement à dater, mais je trouve que sur le plan intellectuel de la réflexion et sur la compréhension des mécanismes, elle est quand même très intéressante. Ils avaient donc injecté de la cyclosporine A, pareil sur un modèle de stroke, de manière quotidienne en post-ischémie, et ils avaient vu qu'ils observaient une limitation de plus de 80% de la mort neuronale au niveau de l'hippocampe. Enfin, il y a tous les traitements neuroprotecteurs qui sont déployés chez l'animal, parfois testés aussi chez l'humain, mais qui n'ont pas tout à fait leurs preuves, mais qui sont toujours en cours d'étude, qui peuvent être soit régénératifs, donc favoriser la neurogénèse, l'angiogénèse, ou au contraire essayer de diminuer cette inflammation, donc ils peuvent avoir un pouvoir antioxydant, ils peuvent être anti-inflammatoires. Ils peuvent être anti-apoptotiques, ils peuvent moduler la neurotransmission, d'accord, et essayer d'aller réparer cette barrière hémato-encéphalique. Pour conclure, donc la première chose qui est vraiment importante, c'est qu'on a vraiment des difficultés d'extrapolation des résultats qu'on obtient en recherche clinique chez l'homme, et c'est ce qui me... C'est la plus grande difficulté qu'on a sur ce sujet-là. La deuxième, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais pas encore assez exploitée, mais qui, je l'espère, le sera dans les années à venir, c'est qu'on a maintenant un modèle d'ischémie-reperfusion chez l'homme avec la thrombectomie. La troisième, c'est que moi, j'ai voulu me concentrer sur le rôle principal de la mitochondrie et du lactate et le rôle intracérébral de la glie et de la neuroinflammation en contexte d'ischémie-reperfusion, et que malheureusement, je ne peux, à l'heure actuelle, vous donner aucun traitement neuroprotecteur qui a fait ses preuves en clinique. Je vous remercie de votre attention.